Une modernisation de l'État se fait en fait, c'est un outil, plus qu'une doctrine managériale, c'est vraiment un outil de transformation de l'État en lui-même, qu'on appelle maintenant gouvernance. Et donc ça a été créé par Madame Thatcher, donc dans les années 80, donc dans son gouvernement, parce qu'il y avait une grande crise donc en Grande-Bretagne, et elle a mis en place ce système-là et cette philosophie-là. Vous avez notamment dans le Sciences humaines, alors qui n'est pas tout récent, il est de juillet 2011, un article duquel je me suis notamment inspirée et qui explique en fait le laboratoire britannique, hein, donc voilà, management public, le laboratoire britannique. Et donc c'est Patrick Le Gallès, qui est spécialiste donc justement de la Grande-Bretagne, qui explique comment la France donc utilise les principes du New Public Management. Et en réalité, derrière cette doctrine-là managériale, donc qui est sur le coût et l'efficacité, hein, d'évaluer les services publics et la fonction de l'État sur un prisme uniquement du coût et efficacité, il y a en fait un réel changement du sens sociétal, puisqu'en fait c'est transformer l'État en une société de marché. C'est-à-dire qu'une société de marché, c'est-à-dire concevoir l'État comme en fait concevoir les rapports sociaux et la régulation des rapports sociaux uniquement sous le prisme de marchand ou de contrat. Voilà. Donc on est vraiment dans un bouleversement. Alors c'est vrai qu'en France au départ, c'est pas vraiment cette transformation-là qui était voulue, c'était plus pour baisser les dépenses de l'État et s'occuper de la dette publique en effet, et par rapport aux indicateurs de performance donc qu'on demandait, mais qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, cette doctrine-là managériale et ce changement de mission de l'État, en fait, donc fait passer de l'État-providence à un état de société de marché. Alors, pour l'État-providence, en fait, c'est ce qu'on a beaucoup critiqué. Dans la deuxième conférence, j'en parle, hein, notamment Yves Montand qui était intervenu dans Vive la crise, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais qui expliquait que ça suffisait, maintenant il fallait que les Français se prennent par la main, qu'ils soient entrepreneurs, etc. et qu'il fallait arrêter avec l'État-providence. Et suite à ça, il y a eu toute la diffusion avec Bernard Tapie et tout un ensemble de choses qui justement incitaient les Français à abandonner cette idée-là du rôle de l'État. Alors l'État-providence, c'est quoi? C'est simplement un État qui s'occupe des fonctions, qui a des fonctions sociales au bénéfice de ses membres, tout simplement. Alors il y en a différents types, hein. Nous, en France, on a un État-providence qui est dit corpo-conservateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a ensuite les États-providence sociodémocrates, comme par exemple la Suède, les modèles scandinaves. Et puis vous avez aussi le libéral, hein, qui est là plutôt la Grande-Bretagne. Hein. Alors le libéral, je l'ai mis aussi donc au milieu. C'est en fait, là, l'État est au strict minimum. Il s'occupe simplement d'introduire des règles de concurrence et ensuite il laisse faire. Hein. Donc en fait, il a extrêmement peu de fonctions sociales. Et donc une société de marché, par contre, c'est en fait un État qui est géré comme une société de profit, donc sur le modèle Reagan-Thatcher, donc américain et anglais. Et là, en fait, c'est la loi des marchés qui régule les relations, puisque tout est conçu comme une société. Toutes les relations sont conçues comme des contrats entre deux parties.
Pour donner un exemple, sur par exemple la pollution, l'Union européenne a créé une bourse du CO2, où ceux qui polluent payent à ceux qui polluent moins, etc. Donc, même la pollution, par exemple, donc, est conçue de cette façon-là. Alors, derrière la doctrine qu'il y a, c'est donc économique, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Donc, Margaret Thatcher s'est inspirée en fait de deux économistes, donc Friedrich Hayek, qui est de l'école donc autrichienne, et puis de Milton Friedman, de l'école de Chicago. Donc j'en ai parlé déjà dans les conférences, notamment sur la stratégie de choc de Naomi Klein par rapport à Milton Friedman. En tout cas, c'est la fusion, je dirais, de ces deux écoles-là qui a inspiré le modèle donc de Margaret Thatcher et de Reagan aussi, qu'on appelle le plan Reagan-Thatcher, et notamment donc le New Public Management et aussi le contrôle de gestion, l'aspect justement financier de tout ça, donc des normes internationales comptables que j'expliquerai un petit peu plus tard, et notamment pour le public, donc ce sont les normes internationales IPSAS, donc international public Public Sector Accounting, accounting, je sais plus, le dernier, ce que c'est, bon, standard, voilà, parce que ce sont des standards en fait, donc qui sont là pour que tous les États donc fassent une comptabilité qui soit la même. Donc pour eux, en gros, j'ai mis la phrase qui résume un petit peu leur logique, notamment il y a Friedrich Hayek qui l'explique dans Les routes de la servitude. Donc seul le système de concurrence est capable de réduire par le moyen de la décentralisation le pouvoir exercé de l'homme sur l'homme, donc le libérer. Donc l'argument qui est avancé, c'est qu'en fait de détruire l'État pour uniquement laisser œuvrer les marchés financiers et la concurrence. Voilà, je me souvenais plus, j'avais mis la couverture, donc vous avez donc La route de la servitude, qui a été écrit en 1944, c'est pas tout nouveau, et voilà, donc il y a la traduction en français si ça vous intéresse. Donc ils disent que c'est pour libérer, mais pourtant pour Hayek, dans ce livre-là, il dit que la concurrence est aveugle, qu'il y a une inégalité des chances au départ, mais qu'on n'y peut pas grand-chose, c'est une loi divine, c'est comme ça, que ça demande des adaptations constantes et permanentes aux gens, et que les individus doivent s'y soumettre, et parce que ce sont des forces en fait qui doivent être respectées. Sauf qu'il est tout à fait conscient, et il l'écrit, qu'en fait ça génère obligatoirement des sentiments de révolte et d'injustice dans le peuple, et que il faut donc mettre en place des stratégies pour que justement réduire ces révoltes et ces sentiments d'injustice. Donc en fait on voit bien que alors qu'ils argumentent que c'est pour se libérer, c'est ce qui est dit dans là, en réalité ils mettent en place un système qui met en place des individus qui doivent être soumis à des lois que certains leur imposent. Alors j'ai remis la stratégie de choc, ce documentaire-là est assez intéressant à ce niveau-là pour ça. Alors, du coup, pour la libéralisation des services publics, du coup, qui l'impose? Et là, j'ai mis un petit peu à un niveau chronologique quelles étaient les instances qui prônaient cette idéologie-là aujourd'hui. Donc, vous avez au départ l'acte unique donc européen, donc qui est en 86 et qui a élargi donc la libéralisation des marchandises aussi aux services. Avant, l'Union européenne, la communauté européenne ne s'occupait pas du tout des services, ils laissaient les services tranquilles, et c'est à partir de 86 qu'ils ont inclus aussi les services dans cette stratégie de libre-échange, c'est-à-dire
de laisser faire les marchés sans que les États interviennent. Ensuite, donc, il y a eu le traité de Maastricht qui a renforcé encore ça et qui a notamment exigé, mis en place donc, tout ce qui était libéralisation des services postaux, de l'énergie et des transports, hein, essentiellement c'est eux au départ qui étaient ciblés, et l'énergie, j'ai oublié, EDF, GDF. Ensuite, vous avez une instance très importante aussi sur la mise en place de cette idéologie-là au niveau mondial. Donc, c'est la création de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, donc en 1994, qui prône évidemment le libre libéralisme, c'est-à-dire que les États ne régulent plus rien du tout et que ce soit uniquement les marchés qui s'occupent de ça. Ensuite, vous avez le traité de Lisbonne, donc on a refusé par référendum, nous en France, en 2005, et puis qui nous a quand même été imposé. Bon, alors ils l'ont séparé en deux, ils ont fait quelques aménagements, notamment ils ont rajouté l'article 50, hein, qui permet de sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est l'Angleterre actuellement utilise cet article-là, mais avant, donc quand on a voté non en 2005, cet article-là, 50, qui permettait de sortir, n'y était pas. Et de mémoire, je crois que c'est l'Allemagne qui avait attaqué ce texte et qui avait dit ben non, c'est irrespectueux envers le droit international puisque les peuples doivent pouvoir décider de ce qui se passe, et c'est pour ça qu'ils avaient intégré cet article-là qui permettait aux pays de sortir de ces traités. Mais jusque-là, cette clause, elle n'y était pas. Et puis vous avez autre chose très très importante sur les services. Bon, alors bien sûr il y en a d'autres, mais c'est tout ce qui est les négociations, toutes les négociations de libre-échange qui existent entre les pays. Il y en a en fait énormément. Et sur les services, donc il y a le CETA qui est depuis septembre en expérimentation, ils disent en expérimentation, mais bon voilà. Et alors qu'il y a une majorité de gens, on n'a ni été consulté, puis il y a une majorité de gens quand même qui sont contre, parce qu'il y a pas mal de dangers. Ben, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà. Donc de libre-échange avec le Canada, et puis TISA, alors qui est encore plus secret, c'est Wikileaks qui a fait fuiter des documents là-dessus en 2014, je crois, et qui a permis que certains prennent connaissance de ça. Et en fait, TISA, c'est donc Trade in Service, et le dernier, je ne sais plus ce que c'est, accord. L'accord des services, qui en fait que pour libéraliser les services, et bien sûr, donc dans les services, il y a les services publics. Voilà, donc il faut savoir quand même que pour ce TISA, en 2016, il y avait déjà 21 cycles de négociations qui avaient été faits, donc c'est déjà très 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 avancé. Apparemment, d'après la Gronde, parce que quand ça s'est divulgué, donc les peuples n'étaient pas très contents qu'on leur ait caché, et puis ça a fait monter quand même pas mal de choses. Donc là, apparemment, ils disent que c'est suspendu. Voilà. Donc, traité de libre-échange, bien sûr, pour imposer aux États de supprimer toutes les lois, donc de douane, d'environnement, etc., etc. Alors, la chronologie de la modernisation de l'État, j'ai essayé de repérer ça un peu dans la chronologie parce que ça me semble important. C'est donc cette modernisation de l'État qui conçoit cette logique d'État avec uniquement des relations marchandes et financières. Donc ça a modifié notre constitution financière. Donc c'est par la LOLF, hein, c'est la loi organique de loi de finances, hein, c'est-à-dire que là c'est l'État qui a changé complètement sa façon de gérer ses comptes, hein, tout simplement sa comptabilité. Ça a été appliqué uniquement en 2006 par décret. Ensuite, donc, vous avez eu avec Nicolas Sarkozy la RGPP, c'est-à-dire la réforme générale des politiques publiques, qui a été un plan général pour réformer et inclure toutes ces nouvelles
modalités de fonctionnement liées à à cette nouvelle comptabilité-là dans tous les services publics et dans la fonction publique. Ensuite, vous avez donc la modification de la Cour des comptes. Alors la Cour des comptes, c'est celle justement qui rend compte et elle a été modifiée tout comme la fonction de comptable d'ailleurs d'entreprise. On est passé en fait d'une fonction comptable dans les organisations qui rendaient des comptes au directeur, donc voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Et la Cour des comptes faisait pareil, et puis en vérifiant que les impôts public avait bien servi à quelque chose, et donc dans cet état de cause-là, à un système où on est passé à du contrôle de gestion et où là, la comptabilité ne rend plus de comptes, mais c'est elle qui demande des comptes finalement à la ligne opérationnelle. Je me souviens, j'avais quelqu'un donc j'ai travaillé dans l'orientation professionnelle et il m'avait dit qu'il avait changé, il avait eu envie de changer de métier parce qu'il s'était rendu compte qu'en effet, au lieu de rendre des comptes, c'était à lui qu'on rendait des comptes maintenant, et il trouvait ça complète, mais il comprenait pas trop, mais en tout cas pour lui ce n'était pas sa fonction de piloter ou de manager ou de l'entreprise dans laquelle il était. Et la Cour des comptes aujourd'hui, elle est exactement dans cette même logique. En fait, elle sert de... Alors, c'est un article là du Monde diplomatique. S'il y en a certains qui sont intéressés par cette évolution-là, qui a eu plusieurs épisodes. Donc, c'est... Donc la Cour des comptes, le cerbère de l'austérité. Et en effet, à partir de ce moment-là, la Cour des comptes est devenue le copilote finalement des politiques, et c'est avec ces nouveaux standards financiers et les nouveaux standards financiers qui étaient élaborés à l'international que les politiques sont faites et qu'ils exigent donc de l'État de faire telle chose ou telle chose. Ensuite, vous avez eu le Haut Conseil des finances publiques, donc, qui a été créé en 2012, avec la prolongation tout simplement de la RGPP, la MAP, donc celui-là c'est à la sauce Hollande, donc qui veut dire modernisation de l'action publique, et actuellement donc on est toujours sous cette même appellation, voilà, donc en 2012. Donc là, j'ai repris donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur la Cour des comptes, donc où on était bien sûr rendre des comptes de la bonne utilisation des impôts, donc des impôts des citoyens, à un copilotage complet de l'action publique qui est dictée donc, par les audits internationaux. Parce qu'il faut savoir que du coup, la Cour des comptes et l'État dépensent énormément aussi d'argent avec des grands cabinets d'audit qui viennent pour auditer, vérifier les comptes, etc. Mais ce sont des comptes qui sont externes, et vous avez des grands cabinets très connus, enfin très mondiaux, qui en fait ont les clés sur tout ça. Mais dans l'article dont je vous parle, s'il y en a certains que ça intéresse, pourront creuser. Voilà, donc la Cour des comptes, maintenant, son rôle, c'est d'être commissaire aux comptes pour les investisseurs et pour les actionnaires. En fait, puisque je vous rappelle, le New Public Management et la modernisation de l'État, c'est de faire passer le service public la gestion publique à une gestion privée. Donc là, on est vraiment dans ce même type de choses, donc où le public se cale sur les commissaires aux comptes, donc comme si c'était comme si c'était une multinationale en fait, avec des actionnaires, et donc ils utilisent les mêmes outils et des commissaires aux comptes pour certifier ces comptes-là en externalisant. Donc ça permet d'établir en fait des comparaisons entre les pays, donc, et de donner une performance et une note de performance aux différents États.
notamment les agences de notation dont on nous parle de temps en temps, on ne sait pas trop comment c'est né, mais bon voilà. Et bien, les agences de notation, c'est ça, hein, c'est des grandes agences avec, bon, ben, bien sûr, le pouvoir de la finance derrière, qui en fait attribuent des 3A ou 2A ou B, ou menacent de baisser la note si tel État ne fait pas telle chose. Voilà, donc avant, donc, la Cour des comptes, elle épinglait donc, les mauvaises pratiques, hein, les mauvaises utilisations de nos impôts, et maintenant, par contre, elle exige, hein, d'où le titre du monde diplomatique, là, Cerbère de l'austérité, elle exige de l'État de baisser les dépenses pour assurer les dividendes, hein, notamment de ceux qui détiennent la dette française. Voilà. Donc on voit bien là que cette nouvelle constitution financière, même si c'est un peu compliqué, mais cette nouvelle constitution financière a vraiment changé le sociétal, où l'État qui était sur une logique de performance sociale, c'est-à-dire d'assurer la prospérité à sa population, de garantir sa sécurité, etc., là elle passe à l'objectif d'assurer et de garantir les investisseurs qui ont notre dette. Voilà, donc sur un prisme uniquement marchand et financier. Alors, un aspect important qu'on ne connaît pas, mais notamment l'État actuellement, c'est un État actionnaire. Hein. Vous avez donc à partir de 86, donc c'est Jacques Chirac qui a commencé notamment, vous avez donc toutes les sociétés, les entreprises d'État, etc., qui ont petit à petit été bradées au privé. Hein, bradées parce que vraisemblablement, bon, moi je ne suis pas très capable d'évaluer la valeur des entreprises, mais bon, c'est ce que j'ai vu. Bon, en tout cas, il y a eu des ventes qui ont été faites, donc bon, on sait, hein, TF1, la Bouygues, la Société Générale, Renault en 90, Air France aussi, France Télécom, les autoroutes. Alors il faut savoir que c'est pas des ventes directement, que c'est souvent partiel, que c'est une ouverture au capital, etc. Mais en tout cas, petit à petit, donc l'État se dessaisit de nos biens publics, parce qu'en fait, ce sont des biens publics, tout ça, hein, ça appartient au peuple français, pour donc rembourser la dette, mais aussi pour mettre en œuvre donc la politique de modernisation de l'État, donc du néolibéralisme, hein, de l'idéologie du néolibéralisme donc, qui a été imposée. Voilà, donc, et d'ailleurs, en 2004, donc, le gouvernement Raffarin a mis en place une agence spécialisée sur les participations de l'État, donc l'APE, hein, Agence de participation de l'État, qui incarne en fait l'État actionnaire, hein, et qui s'occupe de gérer tout ça. Donc en gros, pour donner une idée, hein, des changements, hein, qui ont eu lieu donc entre 83 et 2013, donc en 30 ans, donc on voit qu'on est passé donc ah, je me suis trompée de sens. Donc en 83, il y avait en fait 3500 sociétés, j'ai inversé, je me suis trompée, excusez-moi. Donc il y avait 3500 sociétés, puis on est passé à moins de la moitié, on est à 1400 sociétés, et encore partiellement. Hein. Et puis donc elle employait, donc en 83, l'État donc employait 2 350 000 salariés environ, et puis en 2013 il n'y en avait plus que 801 000. Et donc que dans la part du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut, donc de ce que l'État fournit comme richesse, en fait, donc les entreprises d'État représentaient l'emploi par rapport du privé par rapport au public, donc ça représentait 10%, et puis ça a chuté à 3% donc en 2013. Donc on voit que c'est un changement, une évolution en 30 ans qui a été quand même assez importante et qui a diminué énormément de postes publics. Enfin,
en tout cas dans le domaine public. Et donc là-dedans, j'en ai tout à l'heure le documentaire donc sur la Poste en parlait. Bien sûr, c'est l'Union européenne qui est le vecteur beaucoup de cette libéralisation-là. Et on a vu aussi avec Maastricht, avec l'acte unique, donc de libéraliser les services. Et mais par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que par contre, elle interdit aux États de jouer un rôle finalement d'actionnaire normal, c'est-à-dire de recapitaliser en cas si une entreprise, par exemple, elle est un peu en difficulté, les États ont interdiction de renflouer les entreprises. Par exemple, c'est ce qui s'est passé pour, je crois, la SNCM, donc pour ceux qui vont en Corse de temps en temps, donc le service public qui relie donc le continent à la Corse, et qui a été condamné par la Cour européenne de justice à rembourser les aides de l'État que la France avait fait. Voilà. Donc l'État ne peut pas faire comme un actionnaire normal, c'est-à-dire recapitaliser les autres, pas les entreprises en difficulté ou autres. Alors là, sur cette logique-là, on passe à un autre aspect qui est assez important. C'est qu'en fait, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, les néolibéraux savent très bien que ça va générer de la grogne du peuple, et que notamment ils sont très attachés à leurs services publics, surtout en France d'ailleurs, aux hôpitaux, à la police, etc. Et ils ont mis en place, alors l'OCDE c'est l'organisation du commerce et du développement économique. Ça vient en fait du plan Marshall, après la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelait l'OECE, donc c'était vraiment pour reconstruire l'Europe à l'époque. Et aujourd'hui, donc ça s'est élargi, et il y a 41 pays, mais dont le Japon, les États-Unis, il n'y a pas que des pays de l'Union européenne. Et en fait, c'est une institution qui n'est pas décisionnaire, mais qui est experte, c'est-à-dire qu'elle fait des analyses, elle donne des conseils, elle fait des statistiques, et elle joue le rôle d'expert pour les membres de l'OCDE. Et alors, il y a notamment dans le centre de développement de l'OCDE, donc publie des cahiers d'économie politique, et notamment vous en avez un qui explique, donc ça s'appelle la faisabilité politique de l'ajustement, donc qui explique comment les dirigeants doivent faire pour libéraliser donc les marchés sans qu'il y ait de risques sociaux, donc sans qu'il y ait trop de manifs, tout ça. Et donc, alors je l'ai là d'ailleurs, je crois, je l'ai imprimé, voilà. Donc, centre de développement de l'OCDE, cahier de politique économique numéro 13, la faisabilité politique de l'ajustement, donc de Christian Moresson. Donc là, j'ai mis dans le tableau, j'ai tout simplement repris les éléments et ce qu'il donnait. Donc en fait, pour libéraliser sans risque, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut savoir qu'il se base sur les analyses qui ont été faites sur un ensemble de pays qui l'ont déjà fait, donc sur l'expérience de différents pays, notamment là sur des pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il préconise? De faire notamment des coupures dans les budgets d'investissement, parce que ça se voit pas trop, et en général, ça fait pas trop de grogne. Ensuite, donc, ils proposent aussi, ils incitent les dirigeants à faire les mesures les plus violentes dans les 4 à 6 mois juste après leur élection, parce qu'en fait, là, les gens, ils sont un peu sous le coup, et puis surtout, ça permet de le faire passer sous la responsabilité de l'ancien gouvernement. Donc, du coup, et c'est écrit comme ça. Voilà. Donc, 4-6 mois. La fenêtre, ils disent même, je crois, fenêtre de 4 à 6 mois. Voilà.
pour éviter trop de grogne aussi, parce qu'après, évidemment, quand il n'y a plus cet argument de oui, mais c'est les conséquences d'avance, c'est quand même beaucoup plus difficile et ça génère plus de grogne. Donc il faut le faire dans cette fenêtre-là. Donc nous, avec M. Macron, bon, on a fini cette fenêtre-là, mais bon, je sais pas. Ensuite, donc, exploiter le phénomène, observer des réactions donc, qui surgissent. Alors souvent, c'est vrai que les gens réagissent plus quand c'est mis en application qu'à l'annonce. Donc, ils incitent à utiliser ce phénomène-là qui est naturel pour pouvoir passer les mesures de libéralisation. Ensuite, donc, ils préconisent donc, de faire des mesures insidieuses qui ne se voient pas trop, telles que la complexification administrative, qui du coup n'est visible que des professionnels mais pas des gens et qui en fait permet de faire décrédibiliser en tout cas les services publics. Ensuite, disséminer et cibler les mesures précises politiques. Donc c'est la politique qu'on appelle un peu des petits pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre, et donc il conseille surtout de ne pas prendre de mesures générales qui touchent l'ensemble de la population, parce que sinon ça générerait un mécontentement global et là il y aurait de grands risques que ça ne marche pas, hein, ou d'échecs ou de manifestations. Et quand il y a des manifestations, c'est un coût financier qui est quand même pas très supportable. Voilà. Donc ensuite, il préconise donc des politiques discriminatoires. Donc on est toujours sur cette logique du diviser pour mieux régner, hein, pas mécontenter la globalité des gens, mais cibler des petits groupes. Donc, notamment, là, il parle des blocages des salaires nominaux ou le non-remplacement des départs à la retraite ou des absents. Donc, pour éviter une grève générale des fonctionnaires. Parce que ça, c'est quelque chose qui bloquerait quand même le pays si tous les fonctionnaires faisaient la grève ensemble. Ensuite, donc, autre politique discriminatoire, c'est orienter l'opinion publique pour faire corps donc, contre les services publics, en pénalisant donc des petits groupes, enfin au besoin. Ensuite, éviter la fonction, donc il faut surtout éviter que la fonction publique soit soutenue par le peuple, donc par les pauvres notamment, et donc il faut les isoler et inciter à une coalition contre justement les services publics. Donc vous avez, alors j'ai mis comme exemple le tiers payant par exemple qui a été mis en place, qui finalement quand on regarde un petit peu l'outil, ben, c'est un outil pour petit à petit faire disparaître donc ce tiers payant, faire disparaître la visibilité de qui paye quoi, et c'est-à-dire de pouvoir libéraliser la sécurité sociale sans que ça se voit. Ensuite, donc leurrer les travailleurs sur leur devenir pour ne pas les acculer au désespoir. Et aussi, alors ça ce qui est important, c'est de faire une baisse graduelle de la qualité, mais ne pas toucher à la quantité. Parce que si on touche à la quantité, alors il donne l'exemple de l'école, donc on va diminuer les budgets et les crédits pour diminuer la qualité, on ne va pas remplacer les retraités, enfin les départs en retraite, bien qu'à l'école c'est un peu plus difficile, mais bon, disons qu'on va surbooker les classes. Et par contre, mais il ne faut surtout pas diminuer le nombre d'inscriptions. Parce que s'il y a des gens qui ne peuvent pas inscrire leurs enfants à l'école, ben là ça va poser des soucis. Voilà. Et puis oui, le faire par petites touches, bien sûr, petit à petit. Alors ensuite, donc ça c'était les mesures qui se voient le moins possible. Mais il y a aussi un deuxième aspect qu'il note, c'est se servir des médias. C'est dit tel quel. Et donc faire des efforts d'information
donc dans la presse, etc. Et avoir une stratégie, alors ils disent pas politique spectacle, là c'est moi qui l'ai mis, mais ils disent faire le spectacle. Et la phrase type, c'est « seul importe l'image et non la portée de l'information », c'est-à-dire bon, le mensonge, quoi, en gros, hein, en tout cas que la réalité n'est pas quelque chose qui est important pour les politiques. Donc voilà ce que dit l'OCDE à nos chers gouvernants. Ensuite, donc, faire appel aussi au pragmatisme des fonctionnaires, hein, et poser donc le principe d'équité, donc de façon à avoir le soutien de la population, de les faire passer en gros pour des privilégiés, hein, alors sur peut-être des petits groupes, hein, on a parlé beaucoup à une époque d'EDF, avec avait des privilèges, ou, etc. Et culpabiliser les agents aussi. Donc il y a eu une guerre publique-privée qui a été plus ou moins larvée par médias interposés, par des humoristes, etc., où on opposait les fonctionnaires qui étaient à vie et qui avaient la sécurité de l'emploi avec ceux qui étaient dans le privé. Et bon, voilà, il y a eu tout ce genre de choses. Et les médias, les films, la presse, etc., ont été bien sûr des vecteurs de ça. Et troisième chose, donc troisième axe, donc pour libéraliser sans risque, c'est neutraliser les corps professionnels organisés, c'est-à-dire les professions. Alors, c'est simple à comprendre, hein, c'est parce que tout simplement, ça enlève, ça donne de la liberté aux politiques de le faire, et puis aussi, ça enlève les entraves à la croissance. Un personnel évidemment qui est peu qualifié et docile, ne gênera pas beaucoup un État qui veut faire voilà, des choses qui ne sont pas forcément adaptées. Et voilà. Et puis entrave à la croissance, parce qu'en effet, par rapport à ça, les professionnels ont en général une rémunération aussi beaucoup plus élevée. D'ailleurs, quand ils veulent libéraliser les pharmaciens, enfin, on a eu toute une vague, hein, avec les lois Macron, tout ça, de dentistes, de pharmaciens dans la rue. C'est rare d'en voir, hein, des notaires, des avocats. Et en fait, par rapport à ça, ce qui passe dans les médias, ce sont des privilégiés. Voilà, donc on est sur cette logique. Et ils empêchent la croissance parce qu'il y a un marché, etc. Alors comment ils préconisent de faire ça, donc de neutraliser les corps professionnels? C'est organiser un service minimum, un service public minimum qu'on a eu. Former des personnels qualifiés complémentaires, donc s'il n'y a pas assez de médecins, on va faire des agents etc., ou pas assez d'infirmières, des métiers de ce type-là. Et privatisation et division en plusieurs entreprises concurrentes. Alors ça, ils l'ont fait notamment pour EDF ou pour la SNCF aussi d'ailleurs. Pour EDF, vous avez... non, je vais parler plutôt de la SNCF, c'est peut-être plus simple. Vous avez la société qui s'occupe des réseaux ferrés, donc la RFF... les réseaux ferrés de France, et puis vous avez la SNCF qui s'occupe de la commercialisation, enfin voilà. Et c'est séparé en plusieurs entités, et du coup cédé aussi au privé.